Bonjour, alors vous avez vu le titre, je ne vais pas passer par 4 chemins. Je déteste le clivage entre les gens et ce que j'aime encore moins, c'est le manque de nuances. Mon idée avec ce menu, c'est de montrer que l'on peut imaginer un repas complet, très gourmand, sans utiliser de viande. Ensuite, à vous de vous faire votre propre menu, un full végé si ça vous plaît, ou alors piocher des raviolis pour l'entrée parce que waouh, c'est une super bonne idée ça. L'amuse-bouche pour l'ajouter à votre menu déjà prévu, et le plat, désolé, mais il n'y a pas besoin que ce soit la fête pour le manger. On peut y aller tout l'hiver. Et pour le dessert, pas de débat, il peut finir en beauté tous les menus que vous voulez. Bref, on va bien s'amuser. Alors vous l'aurez compris, on reste sur amuse-bouche, entrée, plat et dessert pour un menu de fête de fin d'année complet pour régaler et impressionner tous vos invités. Ah, et pendant qu'on est là, si vous cherchez encore un cadeau à mettre sous le sapin, je vous rappelle que nos 2 livres, les manuels du cuisinier amateur, tome 1 et 2, sont disponibles dans toutes les bonnes librairies. J'en profite pour vous remercier pour tous vos messages et vos photos de plats, ça fait tellement plaisir à chaque fois. Vivement le prochain bouquin. Ça c'est du teasing, non? On attaque, c'est parti, sortez vos radis. Ah, je suis plutôt efficace cette année sur les intros là. Alors, un repas se doit de commencer par un amuse-bouche qui amuse la bouche. Un truc un peu sympa, un peu frais, qui fait du bien, qui fait genre c'est frais, et en même temps qui donne envie de taper dans l'assiette d'après. Je fais des rimes tout le temps, vous allez voir, ça va être toute la vidéo comme ça. Et donc nous allons commencer avec un truc que j'adore, le radis noir. C'est comme un radis, mais c'est très long et c'est noir. Juste petit disclaimer, vous avez l'impression qu'on commence cette vidéo, sauf que ça fait 12 heures que nous sommes au studio en train de tourner, et là, on tourne la dernière recette maintenant. Donc faites comme si tout allait bien. Nous allons avoir besoin d'un petit peu de fromage de chèvre frais, un peu de crème liquide pour délier, assaisonnement, sel, poivre, un peu de noix, parce que pourquoi pas, citron pour le zeste et le jus, un petit peu de ciboulette finement ciselée, le fameux radis noir. Pas grand chose, mais ça va être beau. On va commencer par ciseler la ciboulette. On va en avoir besoin 2-3 fois ce soir, mais du coup c'est pas mal, on achète une grosse botte qu'on va pouvoir ciseler en une fois, et derrière on l'utilise dans tous nos plats. Le plus finement possible, on a envie d'avoir quelque chose qui soit assez beau. On en veut quand même en bonne quantité. Ok, et maintenant, le radis noir. Vous pouvez garder la peau, un peu dure, mais donc je vous propose qu'on l'épluche, et pour que ce soit plus simple, on va le couper. L'extrémité aussi. La peau est enlevée, et maintenant, on se fait des fines tranches, ni trop fines, ni trop épaisses. L'idée, c'est qu'on garde le croquant. On a besoin quand même d'avoir quelque chose qui se tient pour pouvoir déposer notre garniture. Maintenant qu'on a coupé le radis, on va pouvoir directement le disposer sur le plat, et hop là. Hop là ou tchac, comme vous préférez. Ça, on met de côté. Pour le fromage frais, on va faire quelque chose de très simple et de très goûtu. Fromage de chèvre frais. Très frais comme ceci. Un tout petit peu de crème, ça va nous permettre de le détendre un peu et d'en faire une sorte de pâte. Là pour le moment il est un peu dense, alors c'est très bon déjà comme ça, mais pour avoir quelque chose d'un peu plus crémeux en bouche, on n'a pas envie de détériorer non plus le goût du chèvre, donc faut pas que la crème soit trop présente. Là déjà, au bout de quelques coups de cuillère, on peut voir qu'en termes de texture, c'est très chouette. Ça va nous permettre de faire en plus des jolies petites quenelles. On goûte. Vous allez me dire, mais pourquoi goûter? On n'a rien fait. Eh bien parce qu'on va assaisonner. Là le fromage est déjà bien salé, je vais y aller mollo sur le sel. En revanche, je vais poivrer. Ça va permettre de relever un petit peu tout ça. On y va généreusement, hein. L'objectif, c'est de se faire plaisir. Je vais ajouter une petite goutte d'huile d'olive, idem, comme pour la crème. On y va mollo, on n'a pas envie que ce soit ça qui prenne le pas. Et ça va nous permettre, 1, de détendre, 2, de rajouter cette petite note végétale, herbacée, qui va faire du bien. J'adore faire ça, mais évidemment, on va ajouter un peu de zeste de citron jaune. Ça ajoute beaucoup de subtilité, pas mal de longueur en bouche. On peut ajouter un tout petit peu de jus de citron. Et l'acidité va permettre aussi de casser un peu la gourmandise de tout ça. On continue de malaxer notre petit fromage. Plus on va le travailler, plus il sera à température, plus la texture sera chouette. Et c'est ça qu'on veut. J'ai l'honneur de vous annoncer qu'on attaque déjà la fin de cet amuse-bouche. J'ai dit que c'était bon, pas que c'était long. Évidemment, vous pouvez soit le préparer au dernier moment parce que vous êtes à l'arrache, soit vous pouvez tout mettre en place, vos noix, les ciboulettes, la petite pâte de fromage, votre radis noir déjà pré-tranché, et au moment de passer à l'apéro ou quelques minutes avant, on peut commencer à les dresser. Vous pouvez soit le mettre en poche pour pouvoir faire un dressage un petit peu poché, soit sinon là aujourd'hui ce qu'on va faire c'est à la cuillère. Plein d'options possibles, un petit coup de doigt, on étale et c'est bon. Là je vais vous montrer comment avec 2 petites cuillères, on peut faire une sorte de mini quenelle comme ça, sans forcément être un pro. Il suffit de prendre 2 cuillères à soupe ou 2 cuillères à café si vous avez. On travaille un petit peu tout ça, et on n'a plus qu'à le déposer, hop, sur notre radis. Alors pas trop, sinon on n'aura jamais assez pour la quantité désirée. On fait toutes nos petites quenelles. Une fois qu'on a le move, on le met plutôt dans le sens de la longueur pour suivre la forme naturelle du radis.
Une fois qu'on a fait toutes nos petites quenelles, elles ne doivent pas être parfaites, parce que de toute façon, nous allons les recouvrir. On va utiliser un demi-cerneau de noix que l'on va venir plaquer juste dessus. Vous pouvez directement les casser à la main ou les couper au couteau, hein. Ça s'enfonce assez facilement, donc faut pas appuyer comme une brute. Et on essaie de respecter le sens de la quenelle pour que esthétiquement lancer dans la même direction. Parce que aimer, c'est pas regarder dans la même direction. C'est pas ça l'expression, c'est. Aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder dans la même direction. C'est profond, hein, aujourd'hui, ce qu'on fait. Maintenant, parce qu'on est des petits gourmands, on va mettre une petite goutte d'huile par canapé. J'aime bien le mot canapé. En Belgique, on dit zakouski aussi. C'est pas ce que je préfère, zakouski ou canapé? Cette petite goutte va à la fois faire du bien en termes de goût, mais aussi nous permettre de faire adhérer les petits brins de ciboulette. Comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est d'être généreux. On veut de la fraîcheur, de la couleur, mais surtout que ça vienne éclater en bouche. On n'est pas juste quelques petits brins qui se baladent. Est-ce que ce serait pas merveilleux ça déjà? En quelques tours de main, tout est frais, il n'y a pas de cuisson, pas de longue préparation. Vous avez un petit canapé assez sympa, ça se prend en une bouchée, c'est croquant, c'est fondant, c'est crémeux, c'est gourmand. Franchement, que vous le fassiez pour ce menu-là ou que vous l'intégriez à un autre, ça serait dommage de passer à côté. Il y a un moment où il faut déguster, hein. Le radis tient bien, donc ça fait un bon petit repose fromage. C'est croquant, ça vient parfaitement accueillir toute la garniture, ça sent bon. Ça marche toujours aussi bien. T'as le croquant du radis, t'as ce côté un peu piquant du radis aussi. Prends un peu la bouche, mais qui est tout de suite caressé par le fromage de chèvre qui est très doux, la noix qui vient apporter beaucoup de subtilité, fraîcheur de la ciboulette, le petit zeste de citron. Non, c'est parfait. Ça a un goût de reviens-y, le chèvre est délicat. Ah, c'est bien ça, hein. Franchement, ça pourrait attaquer un repas tous les jours. Je vais voir s'il y a des gens qui en veulent. Y a quelqu'un? On se met sur l'entrée? Je pense que c'est une bonne idée. Pour l'entrée, c'est pas compliqué. Je vous propose quelque chose que j'adore faire, pâte fraîche. Et aujourd'hui, on va pas faire n'importe quelle pâte fraîche, on va faire des raviolos. Ce sont donc des gros raviolis, mais en portions individuelles. Ce qui est assez chouette, c'est que ça permet d'avoir une entrée qui est très gourmande, mais pas non plus un plat de pâtes avant de commencer le plat de résistance. Et comme on adore les pâtes, c'est plutôt chouette à faire. C'est un truc qu'on peut préparer en avance, cuire au dernier moment, donc plutôt facile à envoyer, et surtout, ça va impressionner tous vos invités. Et ça, on adore. On va faire une association dont je suis vraiment très fan, c'est butternut, ricotta, citron jaune, des herbes fraîches, un peu d'ail et un jaune d'œuf coulant. Ça marche très bien, c'est très beau, c'est très visuel, c'est à la fois gourmand mais aussi très frais. On va mettre de la sauge dans le petit beurre noisette à la fin pour dresser tout ça. Vous allez voir, ça va être fantastique. Rebois un petit coup de café. Je crois que c'est mon 5e de la journée. Hop là, planche. Dadi, perdu. Vous commencez à connaître l'astuce, mais pour vos planches, des petits joints comme ça pour Bocaux, le parfait. Pose dessus, antidérapant, mais genre vraiment très antidérapant. Butternut, j'en ai pris un petit, pourquoi pas finalement. Mais c'est surtout qu'on va pas avoir besoin d'énormément de chair, donc autant avoir un petit plutôt que de se retrouver avec de butternut et de ne pas savoir quoi en faire. On me dit dans l'oreillette qu'on n'a plus besoin de café. Pour la cuisson du butternut, on va faire la fameuse classique, et donc couper en deux dans le sens de la longueur. Quand il est petit, c'est encore plus simple. On retire donc les petites graines. On n'en a pas besoin pour aujourd'hui. Une petite plaque qui va au four. On va pouvoir huiler. On réassaisonnera la farce tout à l'heure, mais toujours déjà un petit peu salé. Et ça part au four. 180 degrés pendant une demi-heure à peu près. Évidemment, ça dépend de la taille de votre butternut. Contrôlez régulièrement. L'avantage, c'est que la peau faisant bouclier, vous pouvez pas trop le cramer, donc vous pouvez l'oublier, c'est pas trop grave. Enfin, l'oubliez pas 4 heures non plus. Et donc, pendant que le butternut est au four, on va pouvoir s'occuper de notre pâte à pâte. Si vous avez jamais fait de pâte, vous allez voir, c'est plutôt simple. On a besoin d'un peu d'huile de coude et d'un laminoir. Ça, c'est un peu indispensable. Il faut le faire au rouleau, mais alors là, bon courage. Pour le coup, la farine, elle est pesée avant. Je vous mets tous les détails dans la description. Hop. Le petit puits. Nous allons avoir besoin de checker nos mesures. Et donc pour la pâte à pâte, moment un peu auto-promo, mais vous pouvez retrouver la recette dans mon livre, à la page 82, Faire ses pâtes italiennes. C'est le manuel du cuisinier amateur, tome 1. Il est sorti il y a 3 ans et demi maintenant. Vous l'avez adoré, vous l'adorez toujours autant. J'espère que vous lui réserverez un nouveau Noël plein de joie. J'adore recevoir toutes vos recettes, n'hésitez pas à me taguer dessus, ça me fait toujours très plaisir de voir vos créations. Je vous mets toutes les infos dans la description. Même son petit frère, le tome 2 est sorti l'année dernière, donc je vous laisse découvrir tout ça. Et en tout cas, vous retrouverez donc nos mesures juste ici. On va donc faire 2 œufs entiers. Et pour des pâtes un tout petit peu plus riches, on va ajouter 3 jaunes supplémentaires.
Et hop, là j'ai fait avec des jaunes supplémentaires parce que je préfère en termes de texture. Mais sinon, vous pouvez faire la règle de 100 g de farine pour un œuf entier. Et vous pouvez multiplier ça à l'infini. Une petite pincée de sel. Et hop, c'est le moment de sortir fourchette, huile de coude. Jamais trop compris cette expression. On perce. Et là, l'objectif à partir de maintenant, c'est donc de mélanger constamment et de choper un peu plus de farine à chaque fois pour l'incorporer à nos œufs. Quand vous commencez à obtenir une pâte un peu homogène comme ça, alors soit vous pouvez y aller délicatement et incorporer jusqu'au bout avec la fourchette, soit vous êtes un peu une feignasse comme moi. Et là, on va essayer de y aller déjà à la main. Deuxième grand copain pour faire des pâtes, le coup de pâte. C'est vraiment un petit ustensile, ça coûte pas très cher et ça va être très utile. Et là, en donnant des petits coups, ça va permettre d'incorporer la farine aux œufs et de passer en dessous, de remettre un peu l'humidité par-dessus. Vous allez voir, c'est vraiment très pratique. Et surtout, ça permet de ramener la farine à chaque fois vers le centre sans galérer. C'est vraiment un espèce de travail avec vous-même. Plus vous allez le faire, plus vous allez avoir vos propres automatismes. Il n'y a pas trop de règles. Et quand ça commence vraiment à bien s'amalgamer comme ceci, là, on va pouvoir essayer de travailler à la main. Et évidemment, en attendant que la farine ait tout absorbé, la pâte reste humide. Ne vous en faites pas. Plus on va la travailler, plus la farine va absorber le liquide, plus ça va s'assécher tout en gardant un certain taux d'humidité, sinon c'est pas drôle. Est-ce que je suis en galère avec mon pull? Oui. Et à partir de maintenant, vous allez travailler les épaules, les avant-bras et les biceps. Parce que l'idée, c'est donc de pétrir la pâte, continuer d'absorber, de travailler le réseau de gluten. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est donc on pousse avec la paume de la main, quart de tour, on rabat et on repousse. Quart de tour, on rabat et on repousse. Et alors là, je vous annonce que la mémoire musculaire fait un énorme boulot là-dedans, c'est-à-dire que plus vous allez le faire, plus ça va être un automatisme, plus vous pourrez parler en le faisant. Au début, évidemment, vous allez être là. Alors, quart de tour, dans ce sens-là, on rabat, on fait ça. Et après, c'est franchement comme se brosser les dents. Hein. Et donc maintenant, vous allez continuer ce mouvement pendant vraiment 10 vraies minutes. L'objectif, vous allez le voir là, au début, la pâte, elle est très friable encore, c'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout d'élasticité, on le voit, ça s'arrache en fait. Et vous allez le voir quasiment automatiquement, au bout de 10 minutes de travail, on va se retrouver avec une pâte beaucoup plus lisse, beaucoup plus douce. C'est ça qu'on va chercher. Ça fait 10 minutes, et là on peut le voir, on commence à avoir vraiment cette texture pâte à modeler, et vraiment ça ne fait plus qu'un. Alors évidemment, vous n'aurez jamais une texture slime, hein, mais là on peut le voir déjà, c'est tout doux. Quand on appuie dessus, ça remonte un peu, mais là, regardez-moi ça, on commence à être pas mal. C'est beau, hein? Petite peau de bébé comme ça. Ouais, tout pareil. Soit dans un petit sac congélation, soit dans du film. Moi, j'aime bien l'aplatir parce que de toute façon, on va devoir le faire après. On ferme bien et on le met au frais pour au moins 1 heure. Le butternut est cuit, on va laisser tranquillement le refroidir pour essayer de le manipuler. Si c'est trop chaud, c'est un peu galère. Pendant ce temps-là, on va préparer le reste de la farce. On commence donc par ciseler la ciboulette le plus finement possible. Car oui, c'est tout de même meilleur quand on n'a pas de gros tronçons de ciboulette entre les dents. La ricotta, c'est tellement bon. L'Harry Potter aussi. Ah, je vous annonce, ça va être comme ça pendant toute la vidéo. Pour l'ail, on est sur une cuisson très rapide. On l'a pas fait confire. Donc vraiment, faut pas en mettre trop, sinon ça va emporter tout le goût de la raviole et c'est pas ce qu'on veut. En revanche, le zeste de citron, on peut y aller. Ça va vraiment parfaitement équilibrer notre farce. Et pour s'ajouter encore un peu plus de gourmandise, un déluge de parmesan. L'objectif, c'est que ça ait du goût quand même, hein, et que ce soit gourmand. Regardez-moi cette couleur. Au-delà de la couleur, c'est la texture qui est absolument incroyable. C'est confit, c'est rôti. On peut retirer la chair à la petite cuillère. Et cette texture mélangée au petit côté sucré du butternut. Alors, on a déjà assaisonné en sel les butternuts, donc on le rectifiera après si besoin. En revanche, on peut ajouter directement du poivre. Il faut être assez généreux parce que la butternut, c'est très rond, très doux, assez sucré. Donc on a envie de relever tout ça et de contrebalancer avec du poivre. Et évidemment, un peu de piment d'Espelette. Allez-y, hein. L'idée, c'est que ça fasse du bien en bouche. On a donc la douceur du butternut, relevé un petit peu avec le piment et le poivre. L'objectif maintenant va être de chercher un petit peu d'acidité. Alors on l'a légèrement avec la ricotta, mais on va en ramener un petit peu avec le jus de citron. Et évidemment, vous avez vu, j'ai pas mis un demi, j'ai mis un petit tiers. Là, on devrait être pas mal. Une goutte d'huile d'olive. Et on est parti pour mélanger tout ça. Come on, Hugo. La butternut rôtie est tellement fondante que c'est d'une facilité déconcertante. Petit lutin du Père Noël. La préparation, je vais la mettre dans une poche parce que c'est beaucoup plus simple. Si vous n'avez pas de poche, c'est pas grave. Avec une cuillère à soupe, ça fonctionne très bien. N'hésitez pas à prendre un coupe-pâte, on tasse bien jusqu'au bout. On coupe la poche à 2-3 cm au-dessus de la préparation. Ça nous fait 2 bandeaux comme ça. On attache, on serre. L'excès, on n'en a pas besoin.
Du coup, cette poche, en attendant que l'on lamine Yamal, en attendant que l'on lamine notre pâte, pardon, vous allez pouvoir la mettre au frais, ce sera parfait. On sort le laminoir et on s'attaque à la pasta. Évidemment, le bon vieux laminoir manuel que vous pouvez vous faire offrir pour Noël, d'ailleurs, je mets des liens dans la description si ça vous intéresse. Pas si cher que ça, c'est un investissement bien rentabilisé, mais si vous commencez à faire des pâtes un peu régulièrement, KitchenAid font un laminoir électrique, ma foi, fort pratique. On se fait de la place et voici la bête. Même principe que un manuel, sauf qu'évidemment, cette fois-ci, il est activé par le robot. Le gros avantage, c'est que quand vous avez un manuel, vous devez tenir la pâte d'une main et laminer de l'autre. Avec celui-ci, vous avez les deux mains de libre, entre guillemets, donc vous pouvez manipuler la pâte avec les deux mains et vous vous sentez un peu plus libre, en plus d'éviter de maniveler, ce qui est plutôt pas mal. Maniveler, c'est un nouveau verbe. Et comme vous pouvez le voir sur le laminoir, il y a plusieurs crans, plusieurs niveaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut évidemment toujours commencer par le niveau 1 pour éviter de briser votre pâte, qu'on va aller chercher. Regardez notre petit bébé, comme il est pas beau. On peut retirer le film alimentaire. Et là, on peut le voir, elle est bien riche. Ah, ça sent l'œuf, hein. Et pour que ce soit beaucoup plus simple à travailler, on va la diviser en deux parties. Coupe-pâte, hop. Et l'autre partie, pour éviter qu'elle sèche pendant qu'on manipule l'autre, on la laisse dans le film. On peut la remettre au frais ou de côté, ça ira très bien. On va commencer à étaler la pâte. Alors, vous pouvez utiliser un rouleau, une bouteille, ce que vous voulez. L'objectif, c'est que celle soit assez fine pour rentrer dans le niveau 1 sans complètement se déchirer la tronche. Parce que sinon, arriver entre les deux rouleaux, si elle est trop épaisse, ça va forcer et du coup la pâte va se craqueler et se déchirer, alors que là on a envie qu'elle soit juste laminée tranquillement. On lance. Là, on va faire passer directement notre pâte. Premier passage sans encombre, mais comme vous pouvez le voir, la forme est pas méga ouf et on n'est pas super optimisé. L'objectif, c'est d'aller chercher un peu quelque chose de plus rectangulaire pour gagner de la pâte ici. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est replier la pâte environ de la taille du laminoir, c'est-à-dire comme ceci, pour qu'elle puisse repasser dans l'autre sens et avoir une forme beaucoup plus facile à travailler et rectangulaire. On la repasse en niveau 1 et c'est parti. Déjà mieux. Alors là, évidemment, vous avez un petit décroché, c'est pas très grave. Petit repassage en niveau 1, ça fait pas de mal. Et surtout, je suis en électrique, donc pas de sujet. Et à partir de là, on peut passer en niveau 2. Quand on tient la pâte, toujours avec le dos de la main, parce qu'avec les doigts, on pourrait la percer. Et l'objectif, c'est qu'elle soit toujours en un seul morceau. Avec ses doigts, on peut faire rouler le bandeau et ça avance. Niveau 3, c'est parti. À partir de maintenant, on va utiliser un tout petit peu de farine pour fleurer la pâte des deux côtés afin qu'elle n'accroche pas trop dans le laminoir et qu'elle ne se déchire pas. Après, il faut que ce soit avec parcimonie. Avec qui? Pardon. C'est parti pour le niveau 4, let's go. On enchaîne avec le niveau 5 et comme vous pouvez le voir, j'ai mes deux mains de libre. Celle-ci, elle peut maintenir la pâte. Elle est assez élastique pour tenir et sans l'abîmer avec les doigts. Attention, avec la farine, ça peut glisser, mais on fait attention. Voilà, il faut qu'elle soit bien à plat et qu'elle passe bien droite dans le laminoir. On fait rouler avec les doigts avec la main opposée et on reprend ici pour éviter de tirer sur la pâte et de la défoncer complètement. Je vais aller jusqu'au niveau 6. On ne tire pas sur la pâte, il faut toujours qu'elle soit ici en mode détendu. Il faut qu'il y ait du mou un peu, sinon ça tire dessus et elle pourrait se déchirer. Et là, on commence à avoir un bandeau qui est pas mal du tout, hein. Hop, on reprend ici pour éviter de créer de la tension. Et on est bonne. Vous voyez, on est passé d'un pâton gros comme ça à quelque chose de tout lisse, tout fin, qui est plutôt joli, hein. Pour la manipulation, on n'hésite pas à refleurer un tout petit peu. L'objectif, c'est qu'elle ne colle pas. Et une fois qu'on a ça, ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut la plier sans qu'elle accroche aux autres parties pour pouvoir faire de la place sur son plan de travail. Merci pour tout, mais on n'a plus besoin de toi. L'opération Raviolo est lancée. On prépare tout notre petit matériel, donc notre poche ou le récipient dans lequel on l'a si on n'a pas de poche. Ça marche toujours autant. Avec la farce, 2 emporte-pièces. Vous pouvez le faire avec un verre aussi. En porte-pièces, je vous avoue que c'est quand même assez pratique. Et un petit pinceau avec de l'eau pour pouvoir bien sceller nos raviolos. C'était ravioli, je le sais, mais ça rimait pas. On va utiliser donc notre porte-pièce pour déjà marquer légèrement la pâte, juste comme ça, pour arriver à capter où vont être les raviolis. Celui-ci, le petit, va délimiter non pas la taille du ravioli, la taille du raviolo, mais là, on va mettre notre farce. Encore une fois, l'idée là, c'est d'avoir un repère, donc il ne faut pas que ce soit au micron près, c'est pour que ce soit plus évident par la suite. Donc là, on a donc nos deux marquages, le premier qui est donc la taille du raviolo entier, et l'autre qui est là où on essaye de ne pas dépasser avec notre farce. Donc on a notre farce dans la poche, et donc là, on va se faire, par rapport à notre délimitation, un petit nid. Faut pas que ce soit trop épais non plus, parce que derrière, on doit quand même refermer la pâte, mais l'idée, c'est qu'il y ait quand même de la farce. On en aura un par personne, on aime la générosité. Et le dernier, comme je suis quelqu'un de gentil, je vous montre comment le réaliser à la cuillère. Évidemment, on imagine que ça, c'est dans un récipient. On dépose la farce au centre, et là, avec le creux de la cuillère, on va juste créer notre petit nid, et ça fonctionnera absolument pareil. Comme pour les autres, l'idée, c'est d'avoir une forme un peu circulaire, et donc pas besoin de poche.
la poche, c'est juste plus pratique. On va s'occuper des œufs. Eh oui, il va y avoir un jaune d'œuf coulant par raviolo. On clarifie nos œufs. L'objectif, évidemment, vous l'aurez deviné, le jaune ne doit absolument pas être percé. Une fois qu'on est là, on prend le centre de notre petit nid et c'est servi. C'est déjà très sexy. Ça fait beaucoup de rimes en i, mais j'adore. L'opération délicate est donc terminée. Tous nos jaunes sont prêts. C'est magnifique. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est réassaisonner un tout petit peu le jaune. Hop là, avec un peu de sel fin. Et donc là, à partir de maintenant, opération concentration. On va refermer les raviolis. On va déjà commencer par, juste avec un petit pinceau, humidifier un tout petit peu le contour, et bien pour que ça accroche, pour que patte contre patte, on arrive à serrer nos raviolis, parce qu'évidemment, le piège, c'est que la farce se fasse la malle à la cuisson, et l'idée, c'est que tout soit bien scellé en amont. Opération terminée. Maintenant, on va donc prendre le gros. On peut redonner un petit coup sur la farce pour être sûr. L'objectif, évidemment, c'est d'être avec un geste assuré mais délicat. Et là, on va commencer avec notre emporte-pièce le plus grand à taper les raviolis. On s'assure que ce soit bien scellé sur les côtés. Attention, c'est assez fragile. Mais donc, on avait mis de l'eau, on a tassé, mais c'est quand même important de s'assurer qu'ils sont bien scellés. Et ça, vous me le coupez en petits bouts, on le tape au congèle. Et le jour où vous avez besoin de vous faire une espèce de bonne petite soupe réconfortante, vous claquez ça dedans, fait des petites pâtes un peu irrégulières, c'est délicieux. Donc à partir de maintenant, soit vous allez passer à table, et dans ce cas, ça part direct en cuisson, sinon au frais. Écoutez, on va pouvoir partir en cuisson. 2 poêles, une pour la cuisson des raviolis, une pour la cuisson du beurre et faire revenir les raviolis minutes avant le service. Un peu d'eau et c'est parti. L'eau est à frémissement, on va pouvoir commencer les hostilités. Beurre, sauge, notre petite poêle, peu moyen, pas trop fort, une bonne quantité de beurre tout de même. Ça va être vraiment la base de notre sauce et ça, on le laisse fondre tranquillou bilou. J'ai pris du beurre doux, ça me permet de réassaisonner comme je veux, sorry les Bretons. Mais vous pouvez prendre du beurre demi-sel, ça sera très bien. Alors moi, j'attends. Vous avez 2 options, soit les monter en beurre noisette, c'est-à-dire de faire un petit peu caraméliser et un peu plus cuire les protéines de lait, donc vous aurez quelque chose de noiseté en goût. Mais par contre, ça va apporter des petits grains. Et là, on a envie de jouer un truc un peu plus délicat aujourd'hui. Donc on va faire beurre moussant, et dès que le beurre commence à être moussant comme ça, on est pas mal. On va attendre qu'il soit totalement fondu, et on va ensuite pouvoir plonger le raviolo. On peut saler l'eau des pâtes, ça chante bien. Je sais pas pourquoi je suis obligé de dire ça chante bien avec un accent du sud. On met le feu au minimum, on n'a pas envie que ça cuise. Et là maintenant, on retrousse les manches, le plus beau raviolo, et on va le plonger délicatement dans l'eau salée. Vous êtes prêts? C'est parti. Je conseille au début de l'accompagner un peu pour éviter qu'il accroche dans le fond, sans le brusquer évidemment. Et la timer, 1 minute. Minuteur, 1 minute s'il te plaît. Marche jamais ce truc. J'ai dit s'il te plaît en plus. Alors on dit toujours les pâtes, elles sont cuites quand elles remontent à la surface. Vu le poids qu'il y a dedans, il va falloir être un peu plus attentif que ça. Le beurre est ok, l'eau des pâtes se charge un peu avec l'amidon de la pasta. On va pouvoir prendre un peu d'eau de cuisson, on met dans le beurre, et là on peut augmenter un peu la température pour que ça réduise. L'eau de cuisson va faire une sorte de liaison, on va avoir un rendu assez crémeux, c'est très chouette. Et évidemment, on n'oublie pas la sauge. La cuisson est prête, le timer a sonné, la pâte s'est un peu rétractée comme ça. On sent que ça a l'air cuit, le jaune a l'air encore pas mal. Et on débarrasse directement dans le beurre. Et là, l'objectif, ça va être de venir un petit peu enrober notre raviolo. Il est beau, hein? De toute beauté. La texture de la sauce a l'air pas mal du tout. Et c'est surtout, faut pas non plus faire cuire le raviolo une deuxième fois. On coupe le feu et on passe au dressage. Sur l'assiette du four, qui est chaude, on dépose le raviolo au centre de l'assiette. Et on balance une montagne de notre petite sauce au beurre. C'est simplement élégant. Tout petit peu de poivre blanc. Pointe de fleur de sel. Et là, après, faites-vous plaisir. Hein. Un peu de ciboulette, un peu de parmesan. Moi, je vais le garder comme ça parce que je trouve ça très beau. J'ai hâte de l'ouvrir. Bon, bah, moment de vérité. Hein. Petit beurre de sauge. On a la même couleur. C'est assez monochrome. Mais avec le petit poivre blanc, là, ça donne vraiment envie de taper dedans. Après, il faut pas avoir peur de la simplicité. On a tendance à toujours rajouter un max de trucs. Là, tout est caché. Ça se passe à l'intérieur. Est-ce que le cœur est coulant? Oui, monsieur. Oui, madame. Bon, bah, je pense que on est pas mal, hein. La pâte a l'air d'être parfaitement cuite, fumant à souhait. Mettez-moi-en 3 et ça me fait un plat. Hein. C'est tout ce que j'aime, c'est à la fois délicat, en même temps un peu relevé. Il y a une pointe d'ail, une pointe de piment, le butternut qui vient arrondir tout ça, et la sauge qui tapisse le palais. Très coquin, ça. Le beurre de sauge, vous m'en mettrez un bidon, d'accord? Cette somptueuse entrée est finie. Nous allons pouvoir passer sur le plat. La barre est très haute, mais ne vous en faites pas, on va faire les choses en grand. Je vous propose, pour ce plat, de faire quelque chose de gourmand. Un bon plat en sauce
évidemment sans viande, mais nous allons partir sur quelque chose qui, pour moi, permet d'amener un maximum de goût, d'umami, de fumée, de forêt, plein de saveurs et qui permettent de faire penser à l'automne, l'hiver, tout ça, les champignons. On a ici pas mal de champignons, des champignons de Paris, des pleurotes, un peu de girolles encore, des chanterelles et on va se faire une sorte de bourguignon de champignons, une sauce au vin rouge assez concentrée, avec une petite note de fumée qui va être apportée par une petite surprise que je vous montrerai à la fin, et un ingrédient mystère qui va apporter toute la complexité à ce plat pour éviter d'avoir quelque chose de flotteux et juste un truc qui a un goût de champignon. Mais évidemment, pour un plat en sauce, on a besoin d'un accompagnement. Et aujourd'hui, pas des moindres, un truc qui a été beaucoup trop sous-coté, la polenta. Non, restez là, je vous jure, c'est délicieux. On va se faire une polenta crémeuse au parmesan avec beaucoup de goût. Il y a 2-3 secrets pour parfaitement la réussir, mais vous allez voir, une fois qu'elle est parfaite, c'est délicieux. Et évidemment, il y aura des petits oignons grelots. Faites-moi confiance, accrochez vos ceintures, ça va dépoter. Pour la mise en place de notre garniture, pas de piège, on va juste essayer de couper finement des échalotes, un peu de carottes, du céleri branche, c'est très important, et pour finir, une petite gousse d'ail. Alors pour les champignons, évidemment, là je me suis fait plaisir avec ce que j'ai trouvé chez le primeur, chanterelles, girolles, pleurotes, champignons de Paris. Évidemment, vous pouvez le faire avec ce que vous avez. Juste des champignons de Paris, c'est déjà délicieux. Même pleurotes, champignons de Paris, ça cartonne. Trompette de la mort, c'est délicieux. Et surtout, si vous n'en trouvez pas des frais, des déshydratés, ça fonctionne très bien. Il faudra évidemment penser à les réhydrater une demi-heure avant de faire son bourguignon. C'est parti pour la découpe ? Car on pourrait les balancer un peu tous comme ça dans la cocotte, mais la découpe va avoir une certaine importance. Pour les champignons de Paris en quartier, c'est très bien, mais pour les pleurotes, mieux vaut les déchirer par exemple. Chanterelles et girolles, on retire juste la base du pied, on peut gratter pour retirer les petites impuretés. Et voilà, je pense qu'on est déjà prêt. Et ça, c'est le petit truc qui va faire toute la différence dans le plat, les oignons grelots que l'on va faire caraméliser. Bon, le plus pénible, c'est de les éplucher, mais évidemment, ça vaut le coup. Vous prenez un petit couteau et on va s'en sortir. Non, mais c'est parce que vous êtes de plus en plus à nous suivre sur Woogies et c'est génial, quoi. Ça m'émeut, j'arrive pas à contrôler mes sentiments. En même temps, ça me fait plaisir. Ah, vache! Des cristaux de menthe. Oh Seigneur! Toute notre mise en place est prête. On va pouvoir lancer les cuissons. Et évidemment, on commence par la partie champignons qui va prendre un peu plus de temps. On commence à allumer, feu moyen, une noisette de beurre. Et on laisse fondre tout ça tranquillement pour que le beurre soit moussant. Je fais que des rimes, c'est terrible. Je vais parler en alexandrin maintenant. Ah, ça sent déjà bon. Là, l'objectif, c'est vraiment de venir saisir les champignons, d'avoir une coloration, quoi. Donc, on peut même encore monter le feu. On veut vraiment qu'il y ait ce petit marquage, créer un peu de sucre dans la casserole qu'on va venir déglacer. Et ensuite, on va les réserver. Là, on commence à avoir un joli petit marquage. Alors évidemment, les champignons rendent un peu d'eau. L'idée, c'est pas qu'ils soient complètement déshydratés non plus, hein. On a envie que ça saisisse. Donc c'est pour ça que, comme ils rendent de l'eau, il faut que ça soit assez fort pour que ça s'évapore direct et qu'on aille chercher une petite coloration. Je pense qu'on va être pas mal. On va les réserver. Ça sent terriblement bon. On peut baisser le feu pour éviter que ça brûle. Petite noisette de beurre. Ah, je dis que c'était VG, pas healthy, hein. Et maintenant, on va ajouter directement toute la garniture. Donc céleri branche, ail, carottes, échalotes. Feu moyen, toujours. Là, on cherche pas une coloration. On va juste faire suer les légumes pour qu'ils rendent un peu l'eau de végétation. Ce sera déjà très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va singer. C'est-à-dire qu'on va ajouter un peu de farine ici à la garniture, ce qui va, avec le beurre qui est déjà présent à l'intérieur, nous permettre de faire une base, réduire et vraiment lier pour avoir une sauce assez épaisse. On ne laisse pas trop longtemps. Hé, les carottes, restez ici, là. Et là, on va aller chercher l'une des stars de la recette, Pinot Noir. Ici, on part en mode inspiration bourguignon. Donc, j'ai pris un Pinot Noir de Bourgogne. Vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez. Franchement, il n'y a pas de règle. Je veux dire, on a mis des champignons dans le bourguignon, donc à partir de là, faites ce que vous voulez. Dans le fond de la casserole, ça a commencé un petit peu à accrocher. On vient apporter ce goût aussi du vin, du raisin, du pinot noir. Donc on y va en quantité quand même assez importante. Là, je peux vous jurer déjà que la couleur, l'odeur, c'est merveilleux. On va laisser un petit peu s'évaporer l'alcool comme ça. Et ensuite, on va ajouter tout ce dont on a besoin pour faire une sauce mémorable. Évidemment, on a des champignons qui vont déjà donner un petit goût de sous-bois là qu'on adore. Le vin, la garniture aromatique. Mais pour avoir quelque chose de légendaire, on va rapporter quelques petites strates de saveur. Le laurier, n'hésitez pas à casser un peu la feuille pour que ça libère un peu plus. Le thym, parce que le thym, c'est très bien. Si vous avez du poivre fumé, c'est très chouette, ça va rapporter ce petit goût très sympathique qui va se marier parfaitement avec les champignons. On n'a pas salé depuis le début, donc on y va. Vous me connaissez, j'aime bien relever un petit peu les plats, donc un peu de piment d'Espelette. Pas trop, sinon ça va être vraiment trop rouge. Mais voilà, faut que ça vienne un petit peu... Bon, alors lui, il marche plus du tout. Il va falloir que j'en rachète. Non, je rigole, j'en ai plein.
Et là, on va attaquer les ingrédients qui vont faire toute la différence. Le premier, que je ne peux que vous conseiller, c'est le miso. C'est donc de la pâte de soja fermentée. C'est japonais. Et on en trouve de plus en plus. Ça va rajouter une saveur déjà qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc ça va venir un petit peu titiller les papilles et le palais. Et surtout, alors je déteste l'idée d'essayer de singer de la viande et d'essayer de faire quelque chose un peu pareil, mais là, ça va nous rapporter un petit peu cette profondeur qu'on peut avoir et un peu de puissance, de force à un bouillon qui, avec juste des champignons, pourrait être un petit peu neutre. Donc là, on va essayer d'amener beaucoup de saveur, un petit peu de corsitude à ce jus qui va un peu réduire encore. Et vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Évidemment, on va rajouter du bouillon. Ici, j'ai du bouillon de champignons, mais ça peut être du bouillon de légumes, voire même de l'eau. Avec tout le goût qu'on va apporter, franchement, ce sera déjà bien suffisant. N'hésitez pas à mettre une bonne quantité. On réaugmente de toute façon la température en dessous. Et l'idée, ça va être de réduire le tout pour avoir la consistance qu'on veut. Et ça, c'est le petit effet qui se coule, le petit bonus. Alors, on va aller chercher du fumé avec pas mal de choses. Il peut y avoir du paprika fumé. Ici, j'ai mis du poivre fumé. Un truc qui est très sympa, c'est les amandes fumées, si vous arrivez à en trouver. Ça, c'est un peu un cheat code de ouf parce que ça a ce goût. Vous voyez, les chips goût bacon, ça goûte ça, alors qu'il n'y a pas d'arôme artificiel, c'est juste des amandes qui ont été fumées. Et bah, vous en mettez quelques-unes dedans, ça va rapporter de la texture. Alors, elles sont évidemment moins croquantes parce qu'elles vont un peu se gorger. À l'apéro, ça, incroyable. Évidemment, comme il n'y a pas de viande, on n'a pas besoin d'une cuisson méga longue. L'objectif, c'est de faire réchauffer les champignons au dernier moment. Et bah là, l'idée, c'est d'aller faire réduire juste notre bouillon pour avoir la consistance désirée, quoi. Alors là, le bouillon, il commence à bien se concentrer. Déjà, en termes d'odeur, c'est incroyable. En termes de goût, on peut commencer à les tester. Ça, c'est bon, hein. Petite note de fumée, là. C'est subtil, mais c'est incroyable. Même en termes de texture, ça commence à être un petit peu plus sirupeux. On va pouvoir rajouter les champignons. Hop là. Voilà, évidemment, on mélange, on couvre, on coupe le feu, et puis on fera réchauffer au moment de passer à table. On peut tout préparer en amont, c'est merveilleux. Ça, on met de côté, et on s'attaque au reste des ingrédients. On va pouvoir s'occuper de la polenta. Tous les ingrédients sont là, ça va super rapidement. Faites juste attention à une chose, c'est qu'il y a plusieurs types de polenta, soit la polenta dite instantanée, j'ai mis des guillemets, je suis fatigué, donc soit la polenta instantanée, cuit vraiment genre en 2 minutes, et aussi de la polenta, la traditionnelle entre guillemets, qui elle nécessite bien un 20-25 minutes de cuisson. Donc respectez les temps de cuisson qui sont indiqués sur le paquet. Alors la polenta, c'est très simple. On va mélanger un petit peu de bouillon de légumes avec du lait entier. Je vais éternuer, dis. Waouh! Comme on est des petits gourmands, on ajoute du parmesan. Lorsque le lait et le bouillon sont chauds, on peut assaisonner et verser progressivement la polenta. Une généreuse noisette de beurre et le parmesan, un peu de poivre blanc et on mélange. C'est vraiment bon, hein. Un peu la bouffe pour bébé, mais en meilleur. Arrêtez-moi, please. Le potentiel de chance que ça arrive, jamais de la vie. Pour nos fameux oignons gros lots, on va les verser dans une poêle avec un peu de sucre. Et pour qu'ils cuisent en circuit fermé, on va se faire un cartouche. C'est une sorte de couvercle en papier cuisson. Il suffit de le plier en carré, puis en triangle, de déterminer le rayon de notre poêle et de le couper à cette taille-là. On ajoute un petit peu d'eau et on laisse mijoter pendant 20-25 minutes tranquillement. Tous nos ingrédients sont prêts, donc là, techniquement, on peut tout mettre de côté et réchauffer au dernier moment, au moment de passer à table. Là, on va passer à table. Et ouais, je vous ai pris au dépourvu. Donc on va faire réchauffer le bourguignon, la polenta, et on dresse. La polenta, elle est évidemment un peu figée là. Je remets un peu sur le feu. J'ai fait passer du lait un peu au micro-ondes. On ajoute. Et là, on essaye d'aller rechercher la texture de tout à l'heure. Et là, vous avez un truc très coquinou. Maintenant, on va voir comment se portent nos petits poteaux, les champis. On a reporté à ébullition. Une sorte de bon ragoût de champignons, quoi. Et alors là, pour la texture, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez filtrer le jus et le laisser réduire pour gagner en texture et avoir quelque chose de plus sirupeux. Soit sinon, meilleur petit pote, maïzena, eau froide. On mélange. Et la fécule de maïs, ça rappellera un peu la polenta en plus. On verse ça, on reporte à ébullition. Et là, du coup, on commence à avoir une sauce bien nappante, onctueuse. C'est quand même bien appétissant. Ça vient briller là autour des petits champignons, on aime beaucoup. Les assiettes sont au chaud, on va pouvoir passer au dressage. On commence par une bonne cuillerée de polenta. Elle a la bonne texture, vous voyez. En fait, on a envie qu'elle soit bien onctueuse, bien crémeuse. Et surtout qu'elle vienne tapisser le fond de l'assiette là comme ça. Hop. On vient chercher un petit bourguignon champignon. Ah ouais, ce petit jus là, moi je dis oui tout le temps là. Un peu de ciboulette, un peu beaucoup. En fait, la ciboulette, il faut la mettre en quantité industrielle. Et on n'aurait pas oublié les oignons, on se claque. Des petits oignons caramélisés. L'heure de vérité, la dégustation, mon moment préféré accessoirement. Je vais faire la bouchée parfaite, je vous annonce. Un peu de polenta, de champignons, un oignon. C'est cool. C'est
très cool. C'est génial parce que, encore une fois, j'aime pas l'idée de faire des plats végétariens inspirés de grands classiques. Donc là, on a juste des marqueurs qui nous rappellent ce bourguignon, cette sauce, ce petit côté fumé qui rappelle un peu les lardons, qui est très chouette. Mais c'est totalement autre chose. C'est une texture différente, même si avec l'effiloché de la pleurote, on peut avoir ce côté un peu viande, même si c'est pas du tout ce que je recherche. En tout cas, en termes de réconfort, de texture, c'est trop cool. Le fait qu'on l'ait pas fait cuire des heures, on garde ce côté quand même un peu croquant sur les légumes. Puis les oignons caramélisés, ça c'est une tuerie. Vous allez me regarder manger comme ça jusqu'à la fin. C'est validé! Ah là là. On arrive déjà au dessert. Je sais pas si je suis triste ou heureux. Enfin, je suis heureux que ce soit le dessert, triste que ce soit déjà fini entre nous. Enfin, entre nous, pas pour toujours, vous en faites pas. Il reste encore un menu la semaine prochaine. Mais bon, on est plus près de la fin que du début. Putain, la déprime du gars, quoi. Je vais vous remonter le moral tout de suite avec un dessert décadent, mais très élégant. Et ça, on adore. Je vous la fais courte, une ganache au chocolat. C'est très facile à faire, beaucoup trop méconnu et ça se mange ultra facilement. Des petites poires au sirop, ça marche super bien avec le chocolat. Une chantilly montée avec un ingrédient secret et une petite tuile. Vous m'en direz des nouvelles. On y va ? On va commencer par la ganache au chocolat, pour la simple et bonne raison qu'il faut qu'elle prenne un peu, qu'elle cristallise. Le gros avantage, c'est qu'on peut la préparer en avant. Pour ce faire, du chocolat noir. Ici, on a 250 grammes. On va avoir besoin de crème que l'on va faire chauffer, un peu de fleur de sel. Et alors ça, c'est totalement facultatif, mais c'est assez cool si vous en trouvez. La fève de tonka, ça donne un petit aspect un peu plus subtil. Et ce petit truc qui fait genre, what the fuck is that? Fève de tonka. La crème, on la verse. L'idée, c'est de faire chauffer la crème. On n'a pas envie de la faire bouillir non plus, mais il faut qu'elle soit quand même bien chaude. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de préparer le chocolat. Bon alors, soit vous les coupez en carrés, soit au couteau, vous faites un peu de râpé comme ça fondra plus vite. Après, ça prend un peu plus de temps, mais avec un bon couteau et un peu d'huile de coude, ça fonctionne. Le choco, c'est bon. On le met dans un récipient qui résiste à la chaleur parce qu'on va verser la crème directement dessus. Et comme la crème n'est pas encore chaude, on va en profiter pour râper la fève de tonka. Alors vous voyez, ça ressemble à ceci. On ne sait pas si c'est une datte ou une amande comme ça. Mais une fois coupé, ça ressemble plus à une amande avec 2 lobes, comme ça. C'est assez fort, donc allez-y mollo. Une, c'est déjà pas mal. Là, je vais la râper. La crème est chaude, on coupe le feu. On n'oublie pas de rajouter la petite fleur de sel. On se munit d'une maryse ou d'un fouet. Et l'idée, ça va être de verser la crème en plusieurs fois. Une première fois, on commence à mélanger. Assez vite, vous allez voir que le chocolat va fondre. Hein. On y retourne. En 3 fois, c'est pas mal. La première, c'est pour commencer à fondre. La deuxième, pour être sûr d'avoir un truc où il n'y a plus de morceaux de chocolat. Et la dernière, pour bien lisser le tout. On peut le voir, elle est déjà un peu lisse. On va faire fondre le tout avec le reste. Si vous n'arrivez pas à faire fondre tout le chocolat avec la crème, vous pouvez la remettre sur un bain-marie, un peu d'eau chaude là, et ça sera pas mal. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que la ganache est déjà prête. C'est rapide, hein? Là, par exemple, si vous vouliez faire une tarte au chocolat, vous coulez ça directement dans un fond de tarte, et après vous laissez figer. Là, en l'occurrence, on va vouloir qu'elle cristallise un peu. Plusieurs options, soit vous avez un sac congélation ou une poche à douille, et dans ces cas-là, vous pouvez le pocher. Sinon, vous le laissez directement comme ceci, prendre, et après on ira faire une généreuse cuillère à l'intérieur. On retrousse la poche, on met à l'intérieur comme c'est ce qui fait que là, on a comme une sorte de petite poubelle, et il ne reste plus qu'à verser dedans. Et alors ça, je peux vous dire que ça va pas au lave-vaisselle, vous le laissez traîner comme ça sur un plan de travail, il y a des doigts qui vont venir traîner, c'est sûr. On peut venir bien tasser. Vous l'avez vu, c'était pas un mensonge, c'est pas une légende urbaine. Vous pouvez pas laisser traîner un morceau de ganache comme ça. Les 2 morceaux, le petit nœud, et on retire l'excédent. Et ça part au frais. Bon, vous allez voir, ce dessert, c'est une histoire de préparation. On a la ganache, elle est au frais, on se met sur les poires au sirop. Pour les poires au sirop, on va lancer un sirop, et moi j'aime pas quand c'est trop sucré. Donc ici on a 20 centilitres d'eau pour 50 grammes de sucre. Vous pouvez évidemment ajuster à votre convenance. Feu doux, l'idée c'est de faire fondre le sucre tranquillement. C'est les fêtes de fin d'année, donc un petit bâton de cannelle, un cigare le truc. Et ça va venir rehausser un peu le tout. C'est un petit mélange de poivre rouge, timut, noir. On est quand même là pour se faire plaisir, donc vous pouvez ajouter de l'arôme, mais la gousse de vanille, ça va faire quand même la diff. On la fend sur toute la longueur, on la divise en 2. Avec la lame du couteau, on vient la gratter. Et vous voyez, on a récupéré tous les petits grains. Ça part dans le sirop. On met la gousse qu'on a grattée à l'intérieur, et l'autre, on va la garder pour la chantilly. Le sucre est tranquillement en train de fondre. On va pouvoir se mettre sur les poires. 2 petits disclaimers. Un, pour les épices, faites-vous plaisir. Vous pouvez juste mettre de l'eau et du sucre, ça fonctionnera très bien. Et évidemment, vous pouvez ajuster comme vous voulez, coriandre, graines de fenouil, anis étoilé, comme vous voulez. Et ensuite,
Pour les poires, la poire et le chocolat, ça se marie très bien. Si vous avez envie de faire d'autres fruits un peu plus dans la même famille, la pomme, je vais les éplucher. Pour les poires, essayez de choper des poires qui soient déjà un peu fermes, car si elles sont déjà trop mûres, ça va être trop mou à la cuisson avec le sirop et ça sera pas très beau et pas très bon. Et maintenant, il faut se projeter sur le dressage. On va avoir un dressage assez minimaliste et assez centré. Donc, moi, j'aime bien les faire en petits cubes. Quand je dis petits cubes, l'idée, c'est un demi-centimètre de côté à peu près, pour être le plus régulier possible. C'est assez important d'avoir quand même une taille régulière. On va avoir besoin d'une cuisson uniforme sur tous les morceaux. Le sucre est fondu. Évidemment, les épices ont commencé à infuser et elles continueront leur boulot après. On prend nos poires, on les dépose. Et là, l'idée, ça va être de les pocher pendant 3-4 minutes. On n'a pas envie de les brusquer, parce qu'encore une fois, si on les porte à ébullition trop tôt, trop rapidement, ça va avoir cet aspect un peu puré. Nous, on a envie de garder des petits cubes bien jolis. Donc, on laisse infuser tranquillement. On peut avoir un petit frémissement, mais pas plus. Et donc, ouais, entre 3 et 5 minutes. On a la petite ébullition, ça fait 4 minutes et demie. On va pouvoir tout réserver dans un petit récipient. Et là, est-ce que j'ai bien visé? Oui. Donc, évidemment, comme on va laisser infuser, alors vous pouvez le laisser toute la nuit, si jamais, mais on laisse la cannelle et la vanille, comme ça, on sera bon. On laisse refroidir à température ambiante, et quand c'est froid, au frigo. On va s'occuper de la chantilly, et pas n'importe laquelle, chantilly au mascarpone. Vous allez voir, le goût change tout. Si vous aimez le tiramisu, vous aurez ce petit côté très aérien qu'on adore, et un petit peu crémeux comme ça du mascarpone. Et avec très peu de sucre, on va prendre du sucre impalpable, sucre glace, et la petite gousse de vanille de tout à l'heure. On peut déjà retirer les grains de la gousse. Petit tips quand vous faites une chantilly maison, c'est de mettre tous vos ustensiles au congélateur. Il est très très froid, ça colle. Faut pas mettre sa langue. Et idem pour les ingrédients, on a besoin qu'ils soient froids, donc le mascarpone et la crème. On ajoute tout d'un coup le mascarpone, qui est lui aussi froid, le sucre glace et la crème, très important. Ne tentez pas une chantilly avec de la crème légère, il faut au moins 35%. Ouais, il faut ce qu'il faut. On part à petite vitesse au début, l'idée c'est de détendre un peu le mascarpone, et une fois que le mascarpone et la crème seront bien liés, on va pouvoir monter un petit peu en puissance. Et la vanille, on peut la mettre dès maintenant, comme ça elle va bien se répartir dans toute la crème. Voilà, le mascarpone commence à disparaître un petit peu dans la crème, on peut augmenter un petit peu. Ça commence à faire des petites bulles, c'est bon signe. Et là, on laisse travailler tranquillo. Hein. Voilà, ça commence à prendre de l'épaisseur, on peut monter en vitesse. L'idée là, c'est vraiment de la fouetter, d'incorporer de l'air pour la faire monter. Évidemment, on est sur une chantilly au mascarpone. Vous imaginez qu'on va être sur quelque chose d'un tout petit peu plus dense. Alors, faut pas non plus que ce soit de la crème, mais on a besoin d'avoir ce côté un peu plus, limite, ça peut se faire à la cuillère, quoi. Quand on commence à avoir des petits reflets jaunes comme ça, on peut s'arrêter. Si on continue trop, après ça va grainer, donc vous allez avoir une texture qui est pas très agréable en bouche. Donc là, mieux vaut s'arrêter. Faut pas me donner ça. Bon, ça c'est pour pas gâcher. Ça c'est parce que ça va pas dans la vaisselle. C'est parce que je suis pas sûr d'avoir goûté. Pas mauvais, hein. Bon, Joe la poche. Ouais, si vous avez des poches, vous avez des poches. On farcit. Et ça, évidemment, au frais aussi. On va voir si vous suivez. La ganache, c'est prêt. Poire au sirop, c'est prêt. La chantilly, c'est prêt. Qu'est-ce qui manque? La tuile. On va se faire une petite tuile minute. C'est relativement simple, il y a besoin juste de sucre. Tout va bien se passer. On verse donc une fine couche de sucre sur du papier cuisson et avec un emporte-pièce, on va pouvoir faire des petits cercles. Et normalement, il suffit d'enfourner pour 3 à 4 minutes à 200 degrés. Mais... Bon les gars, j'ai sorti un peu vite le truc. Je me suis un peu foiré, j'ai tout fait tomber. Mais j'ai réussi à sauver une petite tuile. Pas le temps de recommencer, mais on va faire un truc bien avec ça. Faites-moi confiance. C'est l'heure de passer au dessert. Tout est prêt. Poche, poche, poche. Petit pot pour les poires au sirop. Notre magnifique tuile ronde à souhait. Notre assiette. Les poches sont ouvertes. Enfin, toutes bleues. Il est tard, ok? Il est très tard. La ganache, évidemment, si vous l'avez mise au frais pendant longtemps, l'objectif, c'est de la faire remonter un peu en température. Moi, je l'ai laissée à l'air libre parce qu'on a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a bien prise, mais avec la chaleur corporelle, on revient tranquillement à une texture vraiment pommade, comme on le souhaite. Là, on prend notre poche, bien au centre, tout droit. Vous voyez cette texture-là? Pommade. C'est parfait. Si vous mettez une cuillère comme ça va accrocher direct. On la laisse tremper un peu. Et là, on va venir faire un petit nid douillet pour nos poires. Et là, par contre, l'idée, c'est d'avoir vraiment pas trop de sirop. On n'a pas envie que ce soit un dessert trop humide. Hop. Donc, on égoutte un peu le sirop. On vient déposer nos petites poires au cœur. Cette odeur de cannelle, JPP comme on dit. Notre petite chantilly, donc, qui est assez dense, donc restez pas trop haut. L'objectif, c'est d'être vraiment au-dessus pour créer un petit dôme. On a notre petit dôme de chantilly. Notre fameuse tuile bien ronde. Ah ça va, ça arrive à tout le monde. On peut la casser. Là, on se met des petits éclats. Pas mignon ça? Moi, je signe. Hein.
Pour la dégustation, pas de mystère, hein. On essaye de se faire une petite bouchée parfaite. Je vais casser un peu le... Voilà, on vient choper de la ganache, des poires, la petite tuile, et c'est parti. Normalement, quand j'ai un dessert, je suis toujours en mode genre, ouais, juste une petite cuillerée à partager, c'est parfait pour finir le repas. Là, une cuillerée ne suffit pas. Aussi gourmand que léger. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les petites poires, la ganache, la crème qui est légère, mais encore une fois, d'une gourmandise extrême. Et puis ce petit sucre au-dessus, comme on est sur quelque chose qui est assez peu sucré, on n'a pas rajouté de sucre dans la ganache, sirop très peu sucré pour les poires. La chantilly, on a mis genre une cuillère à soupe de sucre glace. Donc ça vient rajouter ce petit côté friandise. Mais non, trop cool. Ah non, c'est déjà fini? Ça passe vite, hein. Enfin, pas à tourner, mais à manger. Ouais, je finis ça. À toutes. Eh ben, venez pas me dire que c'est pas gourmand après ça. Des sauces, de l'onctuosité, du moelleux, du croquant, de la fraîcheur. Moi, ça me donne envie de taper dedans direct. J'espère que ce menu vous aura plu et que les recettes vous auront inspiré. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier menu qui va être en mode craquage. Ça va être de la haute volée. Vous n'êtes pas prêts. D'ici là, prenez soin de vous. Passez de bonnes fêtes si vous êtes en train de faire les recettes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo. Vous êtes toujours sur vos guises. Bon appétit. Ciao. À très vite. Bisous. Je vous aime bien, bisous.